Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau bilan lecture, vu que comme vous le savez, quand j'ai lu mes 4 livres, je vous fais ce fameux petit bilan. Alors, par rapport à ce bilan, je dois vous avouer que j'ai eu une lecture mitigée et une lecture, pas très top top, voilà. Et sinon les 2 autres, c'était des petites lectures, doudou. Alors, pour commencer, donc, je vais vous parler de ma lecture mitigée, qui est le John Grisham, Le réseau aux éditions JC Lattès. C'est une suite oui et non parce qu'on ça peut se lire en one shot, mais c'est avec le même protagoniste que dans le premier, donc qui était la firme. Dans celui-là, donc dans le réseau, nous retrouvons Mitch, McDear, voilà, et sa femme Abby, qui ont quitté, alors apparemment, qui ont quitté je sais plus quelle ville, pour aller vivre, à Manhattan, parce que Mitch a retrouvé donc un cabinet d'avocats, et c'est un cabinet d'avocats beaucoup plus grand que, celui où il était. Voilà, vu que c'est un cabinet d'avocats international. Donc là, il, va un peu à travers tout le pays pour résoudre, des affaires juridiques. Et là, donc dans ce livre, on va le retrouver, il va, devoir, régler une affaire, assez spéciale, vu qu'en fait, on va lui demander d'aller en Libye, pour, régler une affaire de pont. Vu que nous allons, être aussi avec, Kadhafi qui a décidé, de, construire un pont en Libye, pour, relier le nord et le sud de la Libye. Et en fait, donc l'architecte, lui, a construit le pont, donc le pont est fait. Ça, il y a pas de souci, mais le petit problème, c'est que Kadhafi n'a payé qu'une partie, de la somme due et il n'a pas payé l'autre moitié car il, estime que le pont, n'est pas assez bien fait, qu'il a des malfaçons et donc l'architecte, l'entreprise, qui a payé l'architecte va, porter plainte pour, non-respect, de la somme due, en fait. Et on va demander à Mitch de bien vouloir partir en Libye, donc avec une collaboratrice qui, elle, travaille à Londres, voilà, et qui est la fille, d'un de ses amis qui, lui, est en Italie. Voilà, et donc ils vont partir tous les 2, donc en Libye. Ils vont, s'y retrouver et malheureusement, va y avoir un petit problème. Mitch va, être, malade. Il va y avoir une intoxication alimentaire. Il va se sentir très, très mal et donc il va devoir quitter, la Libye en catastrophe avant, d'avoir pu, aller là où le pont est. Voilà, je vais y arriver. Et alors que les négociations ont déjà à peu près été faites, mais il aurait voulu voir où le pont était situé et comment est-ce que il avait été fait et si effectivement il y avait eu des malfaçons ou pas. Sauf que donc à cause de cette intoxication alimentaire, donc il va être emmené à l'hôpital, l'intoxication alimentaire va se régler, mais il va falloir qu'il parte. Et en fait, sa collaboratrice, elle va vouloir rester pour, continuer, l'affaire juridique. Et en fait, le jour où elle va vouloir, aller jusqu'au pont, donc elle va être accompagnée de plusieurs, hommes armés, vu qu'on est quand même en Libye, c'est un pays terroriste, donc il faut prendre toutes les précautions, nécessaires. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, mais on ne sait jamais et effectivement, il va y avoir un problème, vu que cette fille va être kidnappée avec le reste de l'équipe qui était avec elle et donc elle va être kidnappée et ça va mettre à mal, les négociations, financières.
Parce que, parce qu'ils n'ont plus absolument plus de nouvelles, de la collaboratrice et l'entreprise, donc le cabinet d'avocats de Mitch, attend tout simplement qu'il y ait une rançon de demander pour essayer de libérer cette fille. À un moment donné, une rançon va être demandée et là, le travail de Mitch, ça va être, en gros, d'essayer de trouver, les moyens financiers pour, libérer, cette jeune collaboratrice, vu que c'est la fille, d'un ami qui fait partie, de ce fameux cabinet d'avocats et qu'il est très, comment dire? Très réputé. Donc Mitch, en fait, son rôle, ça va être, et comme cette fille, elle est, donc elle est d'origine italienne, mais elle travaille à Londres, donc normalement, si et le cabinet, lui, se trouve le siège social du cabinet se trouve, lui, à New York. Donc normalement, ça devrait être ces 3 pays-là qui devraient, fournir l'argent pour libérer cette fille. Donc l'Angleterre, l'Italie et New York, donc les États-Unis. Sauf que, il y a, des pays qui ne veulent pas, donner de l'argent pour cette fameuse rançon parce que selon la loi, comme c'est un pays, terroriste, ils ne doivent pas, donner de l'argent pour, tout simplement pour, ces terroristes-là, quoi. Parce qu'ils savent très bien que s'ils leur donnent de l'argent pour la rançon, l'argent sera utilisé donc pour acheter des armes et cetera et cetera. Donc Mitch va devoir essayer de négocier avec les différents pays pour essayer de récolter une certaine somme, pour pouvoir, libérer cette fameuse collaboratrice. Sauf que les choses ne vont pas se faire sans mal, ça va être compliqué pour lui et en fait, à un moment donné, donc il va y avoir sa femme qui va entrer malgré elle en jeu, ce qui ne va pas arranger les bidons de Mitch, vu que, sa famille, va être un petit peu menacée et il va avoir très, très peur pour, ses enfants parce qu'ils ont 2 enfants, donc 2 petits garçons, 2 jumeaux et donc du coup, il va vouloir protéger, ses enfants qu'il va amener, ailleurs, voilà, sous protection, enfin bien protégés en gros et hem et voilà, donc il va y avoir toute cette, comment dire? Tout ce côté-là qui est très intéressant, mais en gros, il ne se passe pas grand-chose dans cette histoire. À part cette histoire de rançon qui va être compliquée et qui va être très intéressante à lire parce que on va comprendre comment est-ce que, les pays, en gros, font pour, donner quand même, de l'argent pour cette rançon, pour pouvoir libérer, malheureusement l'otage, qui, lui n'a rien demandé à personne, ou là en soi c'est elle, n'a rien demandé à personne et qui en plus est la fille, d'un des collaborateurs du cabinet d'avocats. Donc il faut absolument, qu'il la sorte de là parce que sinon, le père, de cette jeune fille, heu, risque, vraiment, de se mettre très en colère. Et en fait lui, il n'a pas, forcément tout l'argent pour, régler la rançon, donc il va essayer de demander un peu d'aide de tout le monde, sauf que, ça va être, vraiment très, très compliqué et moi, à un moment donné, je pensais vraiment, qu'il y allait avoir des petits rebondissements, voilà, des petits tweets, des choses, à un moment donné, j'ai cru que Mitch, il allait, comment dire? Prendre les choses en main. Je pensais que ça allait faire un petit peu, faire face un petit peu à la James Bond, ou à la Mission Impossible. Vu que dans la firme, c'est, Tom Cruise, moi je me suis imaginé Tom Cruise prenant les choses en main, essayant de la libérer et cetera et cetera. Sauf que ça ne va absolument pas se passer comme ça. Lui, Mitch, va, tout simplement alors pour essayer de négocier, il va aller en Angleterre, il va aller en Espagne, il va aller en Italie, il va aller enfin voilà, il va bouger un petit peu partout pour essayer de raquer un peu d'argent un peu à tout le monde, et en gros, il ne se passe rien quoi, à part qu'il va mettre, ses enfants en sécurité, que sa femme Abby va, malgré elle, faire partie, comment dire? De la négociation, sans vraiment le vouloir, mais sinon, en soi, il ne se passe absolument rien dans ce livre. Même au moment où l'otage, je vous le dis, va être libéré, franchement, j'ai cru qu'il allait avoir un retournement de situation incroyable et au final, il ne se passe strictement rien. Donc c'est alors côté juridique, c'est intéressant,
parce qu'on voit à peu près comment ça se passe, comment les négociations et tout se passe, mais ou sinon, il n'y a strictement, aucun rebondissement dans ce livre. Donc ça a été, assez ennuyeux, je dois dire. Il y a eu pas mal de longueur, surtout que c'est comme, John Grisham, c'est quelqu'un qui est très juridique vu que c'est un ancien avocat ou un ancien juge, bref, soit l'un soit l'autre. Du coup, moi je pensais que ça allait être, voilà, qu'à un moment donné, on allait se retrouver dans un tribunal, que enfin voilà, ou qu'il allait avoir au moins des petits rebondissements, des petits tweets, un peu partout, pour essayer de alors oui, effectivement, il va y avoir des morts, malheureusement, mais en soi, c'est pas voilà, ça casse pas trop pattes à un canard. J'ai été assez, franchement assez déçue de ce John Grisham-là, donc j'espère que, le prochain que je vais lire de lui sera un peu plus intéressant. Je vais lire, alors attendez que je me rappelle du titre de ce prochain livre que je vais lire, c'est Les garçons de Biloxi, il me semble. À mon avis, ça sera un tout petit peu plus intéressant que celui-là. Parce que là, il a voulu faire une suite, mais je trouve que c'est un petit peu raté. Voilà. Donc voilà. Donc si vous avez envie quand même de tenter, si vous aimez vraiment Mitch et que vous voulez savoir comment se passent, bah, les négociations quand, quelqu'un se fait kidnapper juridiquement. Si vous avez vraiment envie de comprendre le contexte, allez-y. Mais ou sinon, franchement, passez votre chemin parce que ça vaut pas vraiment le coup, quoi. Voilà. Donc John Grisham, Le Réseau, aux éditions JC Lattès. Ensuite, donc, par rapport à cette lecture mitigée, j'ai décidé de me lancer dans quelque chose d'un peu plus léger. Donc j'ai lu un jeunesse, j'ai lu le livre de Sarah Pennypacker, La vie selon Cella, aux éditions donc Gallimard Jeunesse, pardon. Et on a des petites illustrations, donc les illustrations sont de Mathieu Cordel. Donc nous sommes là avec Cella qui va se poser une question: à quoi servent les gens? Et en fait, elle se pose cette question-là parce que sa vie est assez, monotone, vu qu'elle vit avec, donc ses parents, donc son père et sa mère, qui sont respectivement donc, sa mère, la mairesse, si vous préférez, de la ville où elle habite, et son père qui est le trésorier municipal. Donc son père, lui, est plus attiré par l'argent que par sa fille, et sa mère est plus attirée par la célébrité que par sa fille. Et comment dire? En gros, ils se servent, de leur fille, comme d'une boniche. Voilà, elle ne sert qu'à leur servir leur repas, qu'à, faire leur comptabilité, qu'à nettoyer la maison et cetera et cetera. Sauf qu'à un moment donné, bah, Cella va en avoir marre et elle va remarquer qu'il y a une vie en dehors, de sa maison, donc elle va, un jour décider, de s'en aller, donc elle va partir de sa maison quand ses parents vont être au travail, et c'est à partir de ce moment-là que la vie de Cella va changer, car elle va découvrir, qu'il y a dans sa ville une bibliothèque, et elle va découvrir des gens, très intéressants donc dans cette bibliothèque, et elle va, non seulement, découvrir, donc dans des livres en lisant, ce que peuvent, comment dire? Faire découvrir les livres. Donc, elle va rentrer dans des univers totalement différents et ça va lui ouvrir, plein de perspectives. Mais non seulement et aussi, pardon, elle va, découvrir donc des personnes réelles, donc les habitants de la ville, dans laquelle elle habite, et c'est là qu'elle va découvrir, des amitiés, des gens très intéressants qui ne sont pas forcément très contents de l'attitude de ses parents. Voilà, mais, elle va, découvrir tout un monde foisonnant, et ces personnes qu'elle va rencontrer vont, répondre à sa question: «À quoi servent les gens?» Et voilà, et ça va être une très, très belle aventure qu'on va vivre avec Cella et puis son petit blaireau, voilà, qu'elle va rencontrer et qu'on va rencontrer en même temps dans cette histoire. Alors je vais vous faire montrer quelques petites illustrations, voilà. C'est de très, très belles illustrations qu'il y a dans cette histoire. Donc si vous avez envie, là ici c'est Cella avec le petit blaireau. Donc si vous avez envie de lire une petite lecture toute légère, toute mignonne, sans prise de tête, bah n'hésitez pas parce qu'on parle de très bons sujets dedans.
et ça a été une histoire très intéressante. Donc voilà. Donc La vie selon Sheila aux éditions Gallimard Jeunesse, pardon, de Sarah Pennypacker. Excusez-moi. C'est parce que je parle beaucoup. Donc du coup, ma gorge m'irrite un petit peu. Ensuite, donc, j'ai décidé de lire un livre historique. Voilà. Une autrice que je n'avais jamais lue. Et donc, que j'ai trouvé donc, à mon espace culture de chez Leclerc. Et j'ai eu très envie de le lire. Parce que j'en ai vu de très très bonnes critiques. Comme j'ai vu de très mauvaises critiques. Voilà, des gens qui n'avaient pas du tout aimé ce livre. Et du coup, j'avais envie de me faire mon avis et je n'ai absolument pas été déçue, vu que... Enfin si, j'ai pas été déçue parce qu'au final, bah si, j'ai quand même été déçue de ma lecture. Oh, comment dire, je suis plutôt du côté des gens qui n'ont pas du tout aimé, que du côté des gens qui ont adoré cette lecture. Donc cette lecture n'est autre que Les Brumes de Riverton, de Kate Morton, aux éditions J'ai lu. Donc ce roman, donc comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un historique, dans une double temporalité. Nous sommes Alors là, dans la quatrième de couverture, on nous dit qu'on est en 1924 et qu'on va être aussi en 1999. Sauf que déjà, on va pas être en 1924 tout de suite, on va être d'abord en 1914. C'est la veille de la Première Guerre mondiale. On va faire la rencontre de Grace. Grace qui est une jeune bonne de 14 ans qui va travailler donc au domaine de Riverton car sa mère ne peut plus vraiment travailler car elle a de l'arthrite et ça l'empêche, ces crises d'arthrite l'empêchent de travailler et donc du coup elle va faire embaucher sa fille donc au domaine de Riverton car elle y a travaillé durant pas mal d'années et donc les employeurs savent très bien que ça a été une très bonne domestique et donc ils savent qu'ils peuvent lui faire confiance par rapport à sa fille. Donc Grace va rentrer donc au domaine de Riverton où elle va faire la connaissance donc de la famille, des domestiques, mais en particulier des enfants du domaine. Donc on a David, Anna et Emmeline qui sont les enfants du domaine. Et en fait, elle va devenir la domestique en titre d'Anna, voilà, qui est la fille aînée. Et en fait, comment dire, la Première Guerre mondiale va éclater. Donc le fils, donc David, qui n'a que 16 ans, va se faire enrôler dans l'armée, sans le dire à son père, avec un ami donc, qui s'appelle Robert. Robert, mais Lord Robert Hunter, voilà, qu'on appelle plus particulièrement Robbie. Et donc ils vont s'enrôler tous les deux dans l'armée. Ils sont très jeunes, mais ils ont envie de faire partie de cette grande aventure. Pour eux, c'est une aventure, c'est un dépaysement total. Ils ne se rendent absolument pas compte de ce que va être cette guerre, ça va être affreux. Et aussi, les domestiques vont aussi vouloir faire partie voilà, de cet effort de guerre. Ils vont vouloir, pour les hommes, s'enrôler dans l'armée et pour les femmes, eh bien, aider comme elles peuvent par rapport à cette guerre qui arrive. Et en fait, malheureusement, David ne va jamais revenir de la guerre et ça va mettre à mal le père, voilà, qui perd son fils, qui a déjà perdu sa femme, qui se retrouve avec ses deux filles et avec son père, et qui n'arrive pas du tout à faire fonctionner son entreprise, car le père a une grosse entreprise d'automobile, mais il n'arrive pas à, comment dire, c'est pas un homme qui sait gérer ses affaires. Donc du coup, il a vraiment beaucoup de mal à gérer ces affaires-là. Surtout au moment où, alors ça va se compliquer parce que malheureusement son père
donc le grand-père des filles, va, malheureusement décéder, ce qui va faire qu'il va devenir le propriétaire du domaine et qu'il va devoir gérer, non seulement le domaine, la domesticité et tout ce qui va avec, donc plus son entreprise et ça va être très, très compliqué pour lui, surtout que, bah, on est en pleine Première Guerre mondiale et ça ne va pas être facile. Car il y a des domestiques en moins, donc Anna va f Grace pardon, Grace va faire, un petit peu le travail des domestiques qui manquent et puis le père lui va essayer de gérer comme il peut. Sauf que à un moment donné, donc sa fille aînée, donc Anna va, se marier, avec un homme, dont les parents sont très riches. Ce sont des Américains et elle va partir du domaine, ce qui ne va absolument pas plaire au père. Le père n'est absolument pas d'accord pour qu'elle se marie, mais elle veut, comment dire? Être un peu plus libre. Anna est une fille très, en avance sur son temps. Voilà, elle est très féministe, elle veut travailler, elle veut, voilà, elle veut être une femme avant son heure et le seul moyen pour qu'elle puisse avoir toutes ces libertés-là, pour elle, c'est de se marier. Sauf qu'elle ne va pas du tout être heureuse en mariage, voilà et et donc sa sœur va, vouloir, comment dire? Suivre son chemin. Vu qu'en fait, comment vous expliquer ça? En fait, la sœur, Emmeline, est invisible, vis-à-vis de son père, donc elle peut faire toutes les bêtises qu'elle veut, son père ne fait absolument pas attention à elle et donc du coup, donc elle va partir du domaine pour aller, vivre à Londres, sauf que, bah, sa sœur est très, très jeune à ce moment-là et donc Anna va la récupérer dans une mauvaise posture et donc, elle va, tout simplement prendre sa petite sœur sous son aile, dans, comment dire? Dans dans sa maison, voilà, elle va pouvoir, faire ce qu'elle veut, son mari va bien vouloir l'accueillir. Voilà mais il va y avoir une sorte de rivalité entre les 2 qui va être, assez, tenue. Surtout qu'à un moment donné, ils vont revoir, Lord Robert Hunter et il va y avoir cette petite rivalité-là, surtout que Anna va se rendre compte qu'elle est amoureuse, de Ruby. Voilà, on va l'appeler comme ça, Ruby et donc il va y avoir une petite, une histoire d'amour entre les 2 en fait et hem et à un moment donné, donc, hem, comment est-ce que je peux expliquer ça? À un moment donné, donc ils vont quitter leur maison et ils vont vouloir retourner à Riverton vu que le père, d'Anna et Emmeline est décédé et donc du coup, c'est elles qui ont, enfin, c'est surtout Anna qui a, le domaine, qui récupère le domaine. Donc son mari, parce qu'à l'époque, rien ne se faisait sans l'accord du mari. Donc c'est son mari qui récupère le domaine et donc ils vont revenir à Riverton. Sauf que au moment où ils retournent à Riverton, ils vont organiser une immense fête et malheureusement, il va se passer un drame. Et et à un moment donné, donc Robbie, va, tout simplement se suicider dans la propriété et on se demande ce qu'il s'est passé donc entre les sœurs et Ruby. Et en fait, il n'y a que Grace qui sait tout ce qui s'est passé. Et on va la retrouver donc entre deux, donc en 1999, où Grace a 98 ans. Elle est en EHPAD, alors on sait qu'elle a une fille et un petit-fils, voilà. Et en fait, il y a une réalisatrice donc qui va avoir l'idée de faire un film sur le domaine de Riverton et sur le drame qui s'est passé à cette époque-là, donc en 1924. Voilà, le jour du drame. Et elle va vouloir faire un film sur ce fameux drame et vu que Grace est la dernière, personne, vivante à savoir ce qui s'est passé, donc elle voudrait que Grace vienne au domaine pour, voir au niveau des décors si tout, colle bien, par rapport à ses souvenirs, tout simplement. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que Grace va nous raconter donc toute son histoire et tout ce qui s'est passé.
Donc entre les 2 sœurs, entre Ruby et puis, bah, ce qu'elle, elle voyait, et cetera et cetera et par rapport au drame qui s'est passé. Alors cette lecture, ça aurait pu être très intéressant, surtout que, Kate Morton nous l'a bien vendu en quatrième de couverture. Mais le seul problème, qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages, donc on s'y perd. Moi, je me suis beaucoup perdue au niveau des personnages, je ne savais plus qui était qui et qui faisait quoi, il fallait toujours que je me rappelle. La double temporalité était intéressante, mais c'était pas assez. J'ai pas eu vraiment d'attachement pour les personnages et il y avait beaucoup de longueur parce que beaucoup trop de descriptions, c'était beaucoup trop brouillon et du coup, il y a des alors, il y a des moments où je me perdais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre est en 4 parties. Voilà. Donc la première partie et la deuxième partie est assez longue. La fin de la deuxième partie et le début de la troisième est très intéressante. Et arrivé à la quatrième partie, eh ben, on retombe dans de l'ennui profond. Voilà. Et à un moment donné, donc l'autrice nous donne, comment dire, la révélation qu'on attend. Et en fait, comment dire, c'est tellement une révélation dont on s'attend qu'il n'y a plus vraiment de mystère et en fait ça tombe à l'eau, tout simplement. Je me suis, vraiment ennuyée dans cette lecture, mais alors même si, l'autrice a une très belle plume, hein. Ça je peux pas dire, la plume est très fluide, mais beaucoup trop de longueur, beaucoup trop de descriptions, les personnages très peu attachants. La double temporalité est intéressante, mais c'est pas assez et c'est des longueurs à n'en plus finir et on se demande à un moment donné, et surtout qu'il y a un autre mystère en fait. Elle nous fait planer un mystère qui n'existe pas. Un mystère entre on a l'impression qu'il y a un mystère entre, donc Grace, son petit-fils et sa fille. Elle nous fait planer un truc et donc du coup, nous, on se fait des films. Moi, je me suis fait un film et au final, il n'y a aucun mystère entre Grace, son petit-fils et sa fille. Mais elle nous fait planer un truc de gueudin et tu te dis: «Mais il va y avoir une révélation, je vais tomber, voilà, des nues et tout», mais en fait, au final, il n'y a absolument rien. Par contre, cette rivalité entre sœurs, bah pareil, j'ai pas compris parce que à un moment donné, donc Emeline va, comment dire, en vouloir à sa sœur et elle va lui dire oui, euh, t'as, tu m'as tout pris, tu m'as pris papa, alors qu'elle lui a pas pris son père, c'était même pas ça. Tu m'as pris David, alors que son frère il est mort à la guerre, elle a rien à voir là-dedans. Et elle lui dit, tu m'as pris Roby. Bah, à un moment donné, tu peux m'expliquer? Parce qu'elle lui a pas pris Roby. Roby, lui, il était vraiment fou amoureux d'Anna, surtout que bah, le pauvre, il a été à la guerre, donc il a des petits soucis psychologiques. Donc, comment dire, il est pas, il a un stress post-traumatique qui est assez grave parce qu'il a vu des choses à la guerre qu'il n'aurait pas voulu voir, comme, voilà, comme tous ces soldats, toutes ces gueules cassées qui ont eu des traumatismes affreux. Et surtout qu'Emeline ne sait pas ça. Mais elle croit que Robbie aurait voulu se marier avec elle, alors elle s'est fait des films mais monstres. Alors que Robbie n'était même pas fiancé avec elle, et je sais pas, et d'un seul coup la petite sœur pète un câble, et elle lui reproche, elle reproche des trucs à sa sœur qui, bah voilà, quoi, qui n'existent pas. Elle n'avait pas à lui faire ses reproches, surtout que, bah, c'était pas la faute de sa sœur en fait, c'était pas la faute d'Anna. C'est pas la faute d'Anna si son père ne faisait pas attention à elle, c'est pas la faute d'Anna si son frère est mort à la guerre, et c'est pas la faute d'Anna si Robbie était plus amoureux d'elle que d'Emeline. Je suis désolée, à un moment donné, faut arrêter de se faire des films, hein. Et je sais pas, j'ai pas adhéré à ça, même la fin, j'ai dit, franchement, je me suis dit tout ça pour ça. Bah, je me suis dit à quel moment, voilà, à quel moment c'est super. J'ai pas, non, franchement, ça n'a pas été une lecture extraordinaire pour moi. Mais bon, si vous avez envie, franchement, si vous avez envie de connaître Kate Morton,
essayez de lire Le Jardin secret. Apparemment, ça a l'air d'être le mieux de Kate Morton. Voilà. Pas celui-là, pas Les Brumes de Riverton. Franchement, évitez de lire celui-là parce que ça ne vaut pas vraiment le goût. Il y a trop de longueur, il y a trop de... Non, non. Je le recommande pas parce que c'est pas un livre, voilà, qui est super. En tout cas, moi, ça l'a pas fait. Et je ne sais pas si je repartirai dedans parce que s'il y a toujours des longueurs dans ces livres, mais elle est chiante cette mouche. Et si s'il y a toujours des longueurs dans ces livres et voilà et moi la plume, même si c'est une plume fluide, il y a beaucoup trop de longueur et c'est trop brouillon pour moi. Voilà. Donc Kate Morton, Les Brumes de Riverton, aux éditions J'ai lu. Et donc après cette lecture très 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 lente, j'ai décidé de me lancer dans une lecture doudou. Un genre que j'aime beaucoup, que je lis très peu, je dois avouer, un Cozy Mystery. Voilà, donc j'ai lu le premier tome du livre de H.Y. Anna, donc L'été meurtrier d'Oxford, Chou à la crime, le tome 1 aux éditions City. Donc là, nous sommes dans un Cozy Mystery, nous sommes en Angleterre. Nous allons faire la connaissance de Gemma, qui... alors, Gemma, elle a eu une vie très... comment dire elle a vécu en Australie, voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait des études à Oxford, voilà, à l'université d'Oxford, et qu'elle a réussi tous ses examens, et en fait, elle a voulu réaliser le rêve de sa mère. C'était de, comment dire, d'être financièrement à l'aise. Donc, elle a fait des études dans la finance, et elle a décidé pour cela de partir en Australie pour travailler dans les bureaux, voilà. Et en fait, à un moment donné, elle s'est rendue compte que c'était pas la vie qu'elle voulait. Donc elle est partie d'Australie et elle s'est dit, je vais retourner en Angleterre, donc chez mes parents. Donc elle a 29 ans ce jour-là et elle décide de tout plaquer. Donc elle plaque tout, elle dit hop c'est bon, je m'en vais. Elle a vendu son appartement, elle a démissionné et elle est partie revivre en Angleterre, donc chez ses parents à 29 ans, pour comment dire, pour acheter donc ce petit établissement-là qui était à la base aussi un salon de thé, mais donc elle a repris ce fameux salon de thé pour, bah écoutez, continuer à faire salon de thé, mais à son goût à elle. Donc elle a demandé à une de ses amies, donc Casey, de bien vouloir l'aider en tant que serveuse, etc., etc. Et elle a demandé aussi à un jeune homme, Fletcher, de devenir son chef pâtissier. Donc c'est Fletcher qui, comment dire, qui crée donc toutes les pâtisseries de ce fameux salon de thé. Voilà. Donc son salon est ouvert, tout se passe bien, il y a des touristes, il y a les étudiants qui viennent une fois qu'ils ont fini comment dire, leur journée à Oxford. Ils viennent pour boire le thé, se détendre, etc., etc. Et il y a aussi des touristes. Voilà. Et un jour, donc, il va y avoir un bus de touristes qui va arriver et il va y avoir un touriste américain qui ne va pas être très très comment dire très très abordable vu que c'est un mufle doublé d'un comment dire d'une personne pas très comment expliquer ça d'une personne très grossière voilà et donc Gemma va essayer de le satisfaire comme elle peut en lui donnant ce qu'il veut donc que ce soit à boire ou à manger. La journée va passer. Et le lendemain, en fait, quand elle va vouloir ouvrir son salon de thé, elle va découvrir cet Américain dehors sous la terrasse. Et donc, elle va bah, tout simplement lui dire que bah, le salon de thé va ouvrir ses portes. Et elle va lui demander ce qu'il veut. Et c'est à ce moment-là qu'elle va se rendre compte que ce touriste américain est... alors, comment dire, a les yeux grands ouverts, qu'il a quelque chose dans la bouche et qu'il ne bouge plus. Et donc là, elle va commencer à paniquer, elle va essayer de prendre son pouls, et c'est à partir de là qu'elle va se rendre compte que ce touriste américain est décédé.
Elle va appeler la police va arriver et pardon, elle va constater bien évidemment que la personne, ce touriste américain a été tué, donc apparemment ça serait un meurtre, qu'il a été tué étouffé avec un scone dans la bouche. On lui aurait, mis un scone, dans la bouche pour, l'étouffer, pour ne plus qu'il respire. Et donc ça va mettre à mal, le salon de thé, de Gemma et pour que les choses, comment dire? S'améliorent au niveau de son salon de thé parce que plus personne ne vient. Donc du coup, elle est un peu au chômage technique, ce qui est mauvais pour elle, parce qu'elle a mis tout son argent dans, ce projet-là qu'elle a et donc elle va, vouloir enquêter donc sur ce fameux meurtre. Mais l'inspecteur qui enquête sur ce meurtre est un ancien petit ami, qu'elle a quitté comme ça du jour au lendemain, sans forcément donner d'explication et du coup, on va dire que la rupture a été, très, très dure à digérer et donc elle va essayer d'enquêter de son côté, grâce aussi à 3 petites, vieilles dames non 4, 4 vieilles dames pardon, pas 3, 4. 4 petites vieilles dames qui viennent aussi au salon de thé et qui ont, et bien évidemment, suivi toute l'affaire et qui vont aussi d'une certaine façon l'aider à, comment dire? À essayer de résoudre ce meurtre et en fait donc on va suivre Gemma dans cette enquête assez un peu loufoque avec tous ces personnages hauts en couleur, hem et ça a été une bonne lecture pour moi, ça a été un bon premier roman. Alors l'intrigue en elle-même elle est, comment dire? Alors elle est intéressante. C'est vrai que moi j'ai été étonnée de la fin. Je m'attendais absolument pas, à cette fin-là, à ce dénouement-là. C'est vraiment, la personne responsable de ce meurtre, hem, je m'attendais pas à ce que ça soit cette personne-là qui soit responsable, de ce meurtre. Mais, ça a vraiment été, vraiment, une lecture très sympathique. J'ai vraiment aimé découvrir Oxford, parce que moi, Oxford, je ne connais pas, ce côté de l'Angleterre-là. Donc ça a été une belle découverte. J'ai aimé Gemma, j'ai aimé ses amis et toutes les rencontres qu'on a faites dans ce livre. Donc si vous aimez les cosy mystery et si vous aimez, qu'on vous parle de cuisine, qu'on vous parle de scone, qu'on vous parle de gâteau, qu'on vous parle de thé, n'hésitez pas parce que, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc, le premier tome de H.Y. Anna, donc Les thés meurtriers d'Oxford, Chou à la crime aux éditions City. Voilà. Donc voilà pour mon petit bilan lecture, donc j'espère qu'il vous aura plu, que les lectures, que je vous ai présentées vous donnent envie et peut-être que vous avez envie de vous faire votre propre idée par rapport aux lectures que j'ai pas forcément, appréciées. Pour mes prochaines lectures donc, j'ai l'intention et je suis en train aussi de lire, le Kate Quinn, Le Code Rose aux éditions donc Hauteville. Voilà, donc j'en suis au début, au tout début. Donc qui nous parle de la Seconde Guerre mondiale et de la fameuse machine Enigma. Donc nous allons être avec 3 femmes, donc Osla, Mab et Bess, voilà, qui vont être choisies pour essayer de, décoder, le fameux code Enigma, le code des Allemands, voilà, et l'Angleterre va essayer comment dire? De décoder ce code et ils vont faire appel à ces 3 femmes, pour, décoder ce fameux code Enigma. Voilà. Excusez-moi. Ensuite, donc j'ai l'intention de lire le nouveau, Victor Dixon, donc Agence Perdido, je sais pas pourquoi Perdido, le premier tome, donc Les Derniers Retrouveurs aux éditions Bayard Jeunesse. Donc c'est un magnifique livre où il y a un magnifique jaspage, moi j'adore. Donc là on est avec Lucie, qui va avoir sa vie qui va basculer quand sa mère va disparaître mystérieusement.
Elle va se retrouver orpheline et elle va faire la connaissance de Rida Perdido, qui est entourée de secrets et qui va lui proposer de rejoindre son agence, donc l'agence de retrouvage. Et Lucie va découvrir donc une, la partie d'une caste en voie de disparition, donc les retrouveurs, qui ont le pouvoir de pénétrer dans les oubliettes pour en rapporter les objets, des personnes et des souvenirs perdus. Voilà. Et comme elle est persuadée que sa mère a été enlevée par un croque-mitaine, elle va partir à sa recherche, mais ça va pas être gagné car les croque-mitaines gagnent en puissance et préparent leur effroyable revanche contre la surface. Voilà. Donc le Victor Dixon, moi que j'adore, j'avais déjà lu, comment dire, sa série avec les vampires, voilà. Et donc là j'ai décidé de me lancer dans cette nouvelle. Alors je sais pas si ça va être une saga, une trilogie ou quoi ou qu'est-ce, mais en tout cas j'ai décidé de me lancer dans cette nouvelle aventure avec cet auteur que j'adore. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai décidé de lire le livre de Lucinda Riley, La promesse cachée, aux éditions donc Charleston, voilà, qui va apparemment nous parler du camp de concentration Sobibor, si je ne me trompe pas. Alors, attendez, que je revoie ça. Non, Treblinka, je me trompe. Voilà, du camp de concentration Treblinka. Voilà. Donc Lucinda Riley, La promesse cachée. Et ensuite, donc j'ai l'intention de lire un nouvel Agatha Christie. Donc là, nous ne sommes pas du tout avec Hercule Poirot ou avec Miss Marple. Là, nous allons faire la connaissance de Victoria Jones. Et nous allons avoir rendez-vous à Bagdad. Voilà. Donc voilà pour mes nouvelles lectures. Donc j'espère que celles-ci vous intéresseront aussi et qu'elles vous tenteront peut-être. Voilà, et bah écoutez, j'espère que mon bilan lecture vous aura plu. Moi, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. La prochaine vidéo, donc ça sera encore un bilan lecture parce que je n'ai plus de boucole à vous présenter vu que je n'ai pas racheté de livres. Voilà, et puis bah écoutez, j'espère que vos vacances se passent bien, que vous avez de bonnes lectures. Je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Et voilà. Bye bye.